Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre édition de Beau Midi. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Fauve Duquette-Laplante. Fauve est une postdoctorante à Flinders University, à Adelaide, Australie. Donc, un gros décalage d'horaire pour Fauve en ce moment. Je pense qu'il est le nuit ou très, très, très tôt le matin en Australie en ce moment. Donc, merci Fauve d'avoir accepté de faire ce beau midi pour nous aujourd'hui. Avant qu'on commence, quelques consignes pour la présentation. Donc, pour les questions, Dr. Duquette à la plante avait suggéré que vous pouvez poser vos questions pendant la présentation. Donc, pour faire plus comme un type de discussion, conversation. Donc, vous pouvez soit poser vos questions à haute voix en utilisant vos microphones ou vous pouvez aussi poser vos questions pendant sa présentation dans le clavardage. Je vais juste lire la question comme il est écrit dans vos mots. Sans trop tarder, je laisse la parole à Dr. Duquette-Laplante. Merci. Merci, Victoria, pour l'introduction. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité de vous présenter mon programme de recherche là, sur les avancées en traitement de l'information auditive, là, puis mes efforts pour favoriser un impact inclusif. Comme Victoria a dit, là, mon nom c'est Fauve Duquette-Laplante. Je suis présentement associée de recherche slash chercheur postdoctoral à l'Université Flinders à Adélaïde en Australie. Puis c'est ça, je vais vous parler de mon parcours de recherche, mes projets de recherche, le passé, actuel, puis futur. Puis, oh, excusez-moi, ah, parfait. Donc, juste avant de commencer, je tiens à souligner l'importance de la reconnaissance territoriale. Fait que je pense là, que la majorité d'entre vous, vous êtes à Montréal. Fait que juste reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone non cédé par voie de traité. Puis je souhaite saluer ceux et celles qui, depuis les temps immémoriaux, là, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés, puis ici, partout dans le monde. Parfait, donc un agenda simple. Aujourd'hui, j'ai structuré ma présentation euh, de façon à vous présenter ce que je faisais dans le passé euh, au niveau de la recherche, ce que je fais maintenant dans mon présent, puis comment je projette mon avenir en recherche. Fait que si on parle du passé, ici. Donc, je vais juste vous parler un peu de ce que j'ai fait dans le passé pour que vous compreniez un peu mes intérêts de recherche puis mes plans futurs. Donc, oui, parfait. Mon parcours académique qui a vraiment débuté à l'Université d'Ottawa. J'ai fait un baccalauréat en psychologie et en linguistique, là, deux majeurs entre 2012 puis 2015. Euh, Pendant ces études, j'ai vraiment eu la chance, tu sais, je n'étais pas nécessairement très intéressée par la recherche, mais j'ai eu la chance de faire du bénévolat dans un laboratoire de psycholinguistique sur le bilinguisme. La chercheure là, qui était responsable du laboratoire, qui était professeure Laura Sabourin, elle faisait des études avec du EEG, puis c'est vraiment une mesure qui m'a intéressée, là. C'est une mesure qui m'a un peu fascinée. Fait que j'ai adoré collaborer dans ce laboratoire-là. Par contre, j'ai un peu délaissé ça. Puis moi, mon but, c'était évidemment de faire une maîtrise professionnelle. Je voulais être professionnelle en santé. J'ai laissé cet intérêt de côté-là. Puis j'ai poursuivi mon parcours là, vers une maîtrise en audiologie que j'ai fait tout de suite après mon bac. Puis c'est vraiment dans ma maîtrise, là, spécifiquement à ma deuxième session de maîtrise, que j'ai rencontré la professeure Aminé Coravant. Dans son cours d'électrophysiologie, j'ai vraiment redécouvert mon intérêt là, pour le G, là, pour les potentiels évoqués du tronc cérébral. Avec ce nouvel intérêt-là, j'ai commencé à discuter avec elle de mes intérêts de recherche. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée comme assistante de recherche dans son laboratoire. Puis, c'est vraiment cette expérience-là comme assistante de recherche dans ce laboratoire-là qui a été déterminante pour mon parcours de recherche.
Oui. Donc, évidemment, je trouvais que les potentiels évoqués du tronc cérébral, qui est ce qu'on fait comme clinicien en audiologie, c'est super intéressant. Mais ce qui m'a attirée vers son laboratoire, c'est vraiment l'orientation vers le traitement de l'information centrale. Fait que je sais que c'est un peu quétaine, là, cette phrase-là, là, mais les oreilles entendent puis le cerveau comprend. C'est vraiment quelque chose qui a fait écho à mes intérêts de recherche que j'avais un peu découvert au bac. Euh, Fait que dans mes cours de maîtrise, puis dans son laboratoire, j'ai vraiment découvert le concept du traitement de l'information auditive, puis c'est ça qui m'a allumé, puis c'est ça qui a comme propulsé mon parcours en recherche. Puis, euh, oh, bon, ben, c'est moi. Ça... Victoria, peux-tu... c'est moi qui gère à partir de mon ordinateur, puis c'est pas très précis. Oui, donc c'est ça, les capacités auditives, puis comment le cerveau il traite puis interprète le son, là, c'est vraiment au centre de mes intérêts de recherche. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de poursuivre la recherche. Puis Amené faisait des études spécifiquement sur le trouble de traitement auditif, fait que les difficultés de traiter l'information auditive dans le système central. En faisant ce genre de travaux-là, puis en étant dans une maîtrise clinique, puis en travaillant avec des populations cliniques, ben, on s'est aussi dirigé vers quelque chose peut-être d'un peu plus holistique, là, comme je vous présente sur le modèle ici là, à droite, de difficultés d'écoute là, de Dylan et Cameron, qui, oui, englobe les difficultés de traitement auditif, mais aussi dans comme une version plus holistique avec les déficits cognitifs, langagiers, puis auditifs dans ce qu'on appelle là, les listening difficulties ou les difficultés d'écoute. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, après ça, qui euh, m'a, dans mon début de parcours, évidemment, donné la chance de participer à plusieurs projets de recherche qui avaient rapport avec ce genre de troubles-là, spécifiquement. euh, en clinique, en travaillant avec des gens avec des difficultés d'écoute, puis en faisant des collaborations en projet de recherche, j'ai commencé à vraiment penser à l'idée de faire un doctorat, mais j'avais toujours pas de... Comme je voulais faire un doctorat, mais je voulais faire un doctorat sur quelque chose qui me tentait, là, quelque chose qui m'allumait, quelque chose qui me passionnait. Fait que j'avais pas trouvé d'idée, puis c'est vraiment en clinique, en faisant cette étude-là ici, que j'ai un peu trouvé ma voie. Fait que c'est vraiment une étude sur les populations cliniques, là. C'est vraiment une étude clinique rétrospective, particulièrement sur les personnes qui avaient subi un traumatisme crânio-cérébral. Puis c'est en collaboration avec une étudiante qui a fait son projet de bac là-dessus, qui est Mira, là, qui est l'auteur, la première auteure sur l'article qui est disponible sur la diapositive, qui à ce moment-là faisait son bac, qui est maintenant audiologiste, là, que elle aussi, ce projet-là, ça l'a vraiment propulsé vers l'audiologie. C'est ça vraiment, cette étude clinique-là qu'on a fait sur des enfants puis des adultes avec tout type de TCC confondus, là. Plusieurs TCC, un TCC seulement, des TCC suite à des accidents de voiture ou à des coups sur la tête. Là, on a regardé un peu de tout. Dans le fond, on regardait ce qui se passait dans cette clinique-là. Puis ce qu'on a vu, c'est que les gens qui avaient des besoins d'évaluation audiologique, la majorité des participants, il y avait des dysfonctions auditives dans le système périphérique ou dans le système central. Puis ça, c'était indépendamment du nombre, du type ou de la gravité du TCC, là. Fait que c'est avec ces résultats de cette étude clinique-là, puis une revue de la littérature, on a vraiment vu qu'il y avait un manque d'informations. Tu sais, puis ça, c'est en 2017, là. Ça fait un petit moment, là. Mais on a vraiment vu qu'il y avait un manque d'informations sur l'impact du TCC au niveau du système auditif chez les adultes, mais aussi définitivement chez les enfants. Là, quand on regardait les lignes directrices là, pour la gestion de la commotion, il n'y avait aucune information sur le système auditif, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Puis c'est vraiment un sentiment qui a été repris, là, ou en tout cas, c'est un sentiment qui était là parce que c'est le sujet de l'étude là, qu'il y a de Sarah Theodoroff, là, que j'ai cité ici, qui indique il y a un manque là, de gestion audiologique au niveau du TCC.
Fait que c'est vraiment ça. Puis cette idée-là qui m'a amenée vers la décision de faire un doctorat malgré ma pratique clinique. En 2018, l'année suivante, j'ai décidé de faire un doctorat. Oui, j'ai choisi de faire un doctorat. Puis là, comme j'avais fait mon bac et ma maîtrise à l'Université d'Ottawa, je voulais un peu ouvrir mes horizons. Puis découvrir des nouvelles choses. Fait qu'en discutant, en ayant cette discussion-là avec Amélie me rapporter qu'elle avait la personne parfaite pour euh, pour ça, là, pour ajouter à notre équipe. En discutant, j'ai contacté Benoît, on a discuté, puis il a décidé de me superviser. Puis c'est de ce même jet-là que je me suis inscrite à l'Université de Montréal. Puis c'est comme ça que j'ai fait ma co-tutelle là, au doctorat entre l'Université de Montréal puis l'Université d'Ottawa. Donc, malgré la lourdeur administrative qui a été cette co-tutelle, qui était la première là, entre les deux universités là, qui avait compliqué les choses, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir fait parce que c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir des collaborations pour mon projet de thèse que j'aurais pas eu autrement. Fait, comme vous voyez à l'écran, mon projet de thèse était sur les impacts du traumatisme crânio-cérébral léger sur les fonctions auditives centrales des enfants d'âge scolaire. Fait que ça a été un projet pendant la COVID qu'on a dû transformer en projet multicentrique à cause des défis liés au recrutement. Fait qu'on a recruté et au Sainte-Justine et à l'hôpital de Montréal pour enfants. Mais ça m'a donné les collaborateurs. J'ai eu la chance de collaborer avec des experts là, dans plusieurs domaines tels que la médecine, là, comme Jocelyn Gravel ou Myriam Beauchamp, là, qui est la chaire de recherche en trauma pour la petite enfance au Sainte-Justine. Fait que ces collaborations-là ont vraiment été euh, incroyables là, pour ma thèse. Puis aussi, pendant que je suis là, puis je parle de collaboration, je peux pas ne pas souligner le travail là, que les étudiants de maîtrise qui ont travaillé sur mon projet de recherche ont fait, là, puis j'aurais pas pu collecter toutes les données que j'ai collectées sans elles. Fait que juste les remercier là, tant qu'à être ici puis parler de ça. Puis dans le fond, ma thèse, elle a donné lieu à 5 articles que vous voyez à l'écran. Les 4 premiers sont publiés, puis le dernier est encore en processus de rédaction puis d'analyse. Puis aussi, ce projet-là a reçu une subvention là, de la Fondation Trauma du Sainte-Justine de 20 000 là, pour être accompli. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ma thèse? Voilà. Euh, donc, sur les enfants avec un traumatisme crânio-cérébral léger, puis leur contrôle, on a fait 2 grandes études. Donc, on a fait une étude plus comportementale où est-ce qu'on a fait 6 tests du traitement auditif, un dépistage cognitif sur l'ordinateur et puis on leur a fait passer des questionnaires sur les symptômes de la commotion cérébrale, mais aussi sur leur perception d'écoute. Puis ça, c'est un article qui a été publié dans le International Journal of Audiology là, à l'automne dernier. Puis dans le fond, on a trouvé que les enfants on a trouvé certains tests du traitement auditif qui étaient plus sensibles à l'impact de au moins une commotion. Puis on a trouvé que les enfants qui étaient à risque de difficultés du traitement auditif, c'était indépendant là, des difficultés cognitives. Fait que les enfants aient des difficultés cognitives ou pas, c'était possible qu'il y ait des difficultés aux tests de traitement auditif. Puis il y a certains de ces tests-là qui étaient sensibles, qui montraient des différences entre nos groupes, malgré là, la petite taille de nos groupes. Euh, j'ai aussi fait une étude électrophysiologique. Donc, on a fait des potentiels évoqués de latence longue, des potentiels évoqués corticaux. On a utilisé un bruit blanc, puis 3 conditions. Donc, une condition silence, une condition bruit plus fort à 5 dB ratio signal sur bruit, une condition avec le bruit
c'est doux là, à plus 15 ratio dB signal sur bruit. Puis, ça, c'est mon étude qui est encore en cours parce que, hmm, parce que pour le moment, on n'a pas trouvé dans les analyses qu'on a fait, on n'a pas encore trouvé des grandes différences significatives entre les groupes, mais moi, je continue les analyses, puis je regarde ça d'une autre façon, puis c'est ça. Donc, ça, c'est encore en cours. Du même jet, dans ma thèse, on a aussi fait une exploration méthodologique électrophysiologique. Donc, quand on a décidé de faire des potentiels évoqués dans le bruit pour les enfants avec un TCCL, mais ce qu'on a vu, c'est que dans la littérature, il n'y avait pas beaucoup d'informations, juste en général, sur les potentiels évoqués dans le bruit dans la population pédiatrique. Fait qu'on a fait une étude, j'ai fait une étude là, avec 15 adultes puis 15 enfants pour comparer des modulations de paramètres là, d'enregistrement de EEG. Fait qu'on avait modulé 3 paramètres, là, le stimuli, le bruit puis le ratio signal-bruit. Fait qu'on avait 2 stimuli, verbal, non-verbal, un bruit, son pur, 2 bruits, un bruit de verbiage là, en français, puis un bruit blanc, 3 ratios signal-bruit là, à 0, plus 5 puis plus 10. Dans le fond, on s'est inspiré là, des études de Billings pour faire ça. Puis ce qu'on a trouvé, là, c'est les 2 figures que vous voyez à l'écran. Fait qu'à gauche, c'est les résultats des potentiels évoqués. Je ne sais pas si. Est-ce que vous voyez ma souris quand je fais ça ou non? Tu vois-tu Non. Non, OK. Bon, depuis tantôt, je pointe des choses, fait que c'est bon. Fait que, dans le fond, à gauche, vous voyez les résultats de l'étude avec les potentiels évoqués. Puis ce qu'on voit, c'est que les résultats sont en ligne avec ce qu'il y avait dans la littérature, là. Fait que les latences sont allongées, puis les amplitudes sont réduites dans le bruit. Mais on a aussi vu que le bruit de verbiage est plus destructeur sur les ondes que le bruit blanc, puis que les ondes des enfants semblent être plus affectées que celles des adultes. Tellement que quand on a fait les analyses, il y a certaines conditions, il y a certaines conditions dans les bruits, là, les conditions où est-ce qui étaient les plus bruyantes, là, fait que surtout au ratio signal-bruit à 0 dB, mais c'était pas possible d'analyser certaines conditions parce qu'on n'était pas capable du tout d'identifier d'ondes. Fait que sachant ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire des analyses temps fréquence parce que dans les analyses temps fréquence, il n'y avait pas besoin de faire d'identification de pics d'onde. Fait qu'on a fait ces analyses-là. On a fait les analyses en power, on a fait les analyses en phase, comme vous pouvez voir à l'écran là, à droite. Puis, ce qu'on a vu, c'est que les résultats ils étaient similaires à ceux des potentiels évoqués par rapport à l'impact là, de la modulation de paramètres. Les enfants étaient plus affectés par le bruit de verbiage était plus destructeur que le bruit blanc. Mais en plus, une des choses qui a été réussie de cette étude, c'est que là, on a pu analyser toutes les conditions puis regarder les différences dans ces conditions-là. Puis même, une des choses qu'on a vues en faisant cette analyse-là, que là, vous pouvez voir sur l'écran, si vous regardez les 2 têtes là, qui sont complètement en haut, on voit vraiment les différences. Dans la littérature, on sait qu'il y a des différences dans la maturation des générateurs de potentiel évoqués, ou en tout cas des générateurs auditifs. Puis on voit ici là, les adultes qui ont des générateurs frontaux centraux matures. Là. Donc, on voit l'activité plus grande en rouge dans le milieu de la tête. Puis on voit que chez les enfants d'âge scolaire qui avaient 8 à 12 ans, mais l'activité est beaucoup plus présente puis forte au niveau temporal. Fait qu'on voit l'immaturité de leur système auditif. Fait que c'est une des choses intéressantes qu'on a relevées là, de cette étude-là. Euh, Puis c'est ça, fait que ces 2 études-là, ils nous ont permis de choisir les paramètres qu'on a utilisés dans l'étude TCCL, puis d'apporter aussi des nouvelles connaissances là, électrophysiologiques. Au-delà de ça, je suis désolée là, pour les changements de slide. Au-delà de ça, en dehors de ma thèse, j'ai fait beaucoup, j'ai fait aussi, parallèlement, j'ai eu la chance de travailler là, puis de participer à d'autres initiatives scientifiques puis de mobilisation des connaissances. Fait que, hors thèse, Benoît il m'a invité à rédiger un article là, sur le développement d'un outil de dépistage pour le TTA en français, le premier outil en français. Puis, dans l'analyse de ces résultats-là, j'ai trouvé des résultats prometteurs là, pour un premier outil avec euh, euh, des résultats significatifs sur 2 tests qui étaient l'empan-de-chiffre puis l'écoute dichotique, qui semblaient pouvoir, en combinaison les 2 ensemble,
bien détecter le TTA. Fait que là, cet outil-là, si déployé, pourrait permettre de réduire le nombre d'évaluations. Puis en dehors de ça, j'ai fait aussi beaucoup de mobilisation des connaissances. J'ai travaillé à l'élaboration d'un énoncé de position sur le rôle de l'audiologiste dans la gestion de la commotion cérébrale là, pour OAC. J'ai travaillé sur un article de magazine, un rapport, puis j'ai fait aussi une entrevue radio. Fait qu'avec tout ça, euh, avec tout ça, avec ces travaux-là dans la thèse puis hors thèse, ça m'a vraiment permis de développer une expertise solide dans certains aspects là, de l'évaluation audiologique comme du EEG. Puis, ça a renforcé mes intérêts de recherche pour le développement d'outils d'évaluation, là. Puis, dans le fond, toutes ces expériences-là, ça a façonné une idée en moi là, de deux axes de recherche principaux qui guident mon travail actuel puis qui veulent guider mon travail futur. Fait que le premier axe, c'est vraiment des outils qui reflètent finalement les situations d'écoute réelle. Puis le deuxième axe, ce serait dans la mobilisation des connaissances, là, puis ça veut dire vraiment la diffusion puis l'application des résultats de la recherche pour améliorer la pratique. Donc ça nous amène à ce que je fais aujourd'hui. Oui, à ce que je fais aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis avec ça? Ben, premièrement, euh, en ce moment, je suis activement engagée là, dans plusieurs projets. Fait que comme vous avez vu, il reste un article de ma thèse à finaliser les analyses, puis la rédaction de l'article. Fait que je suis en train de travailler ça. J'avais aussi des trucs de collaboration passés là, que je suis en train de terminer. Mais sinon, comme Victoria l'a mentionné, puis moi aussi, je suis présentement à Adélaïde, en Australie. Je travaille comme chercheur postdoctoral à l'Université Flinders, puis je travaille dans le laboratoire de professeur Méridula Sharma. Euh, je travaille dans le laboratoire de professeur Méridula Sharma, puis là, je suis impliquée dans des travaux que moi, je trouve passionnants là, sur l'enregistrement du EEG avec la parole naturelle en continu. Fait que l'enregistrement des potentiels des signaux corticaux là, avec la parole naturelle en continu. Puis analyser avec le Temporal Response Function, qui est un type d'analyse qui ressemble beaucoup à l'analyse qu'on fait pour la FFR, là, la Frequency Following Response, qui est vraiment, dans le fond, d'utiliser un modèle mathématique pour prédire le signal EEG, puis faire une comparaison avec le signal EEG, prédire le signal EEG à partir du stimuli, puis faire une comparaison avec le signal EEG enregistré pour voir la précision là, de notre prédiction. Fait qu'en gros, c'est ça qu'on fait. Là, elle a fait ça à travers de tous les âges. Là. Fait qu'elle fait ça dans toutes les catégories d'âge. Puis moi, mon projet spécifique postdoctoral, c'est vraiment dirigé vers la parole dans le bruit puis les bébés. Oui, la parole dans le bruit puis les bébés, puis particulièrement dans l'influence de la voix familière dans un environnement bruyant. Puis ça, on fait ça en collaboration avec une start-up de Belgique qui s'appelle Brainphonics, là, qui ont développé un algorithme qui s'appelle Corgi. Là, c'est plusieurs. Leur logo, c'est un Corgi. Là. Puis c'est vraiment un algorithme pour pouvoir utiliser ce genre de mesures-là que sont la Temporal Response Function en clinique. Fait qu'ils ont développé un algorithme qui fait que qui lui analyse les données puis qui donne des graphiques puis des résultats qui sont interprétables pour la clinique puis sont justement en travail pour avoir l'identification d'outils médicaux en ce moment. Donc, au-delà de mon projet, au-delà de mon projet personnel de postdoc, je suis aussi impliquée dans plusieurs projets qu'il y a dans le laboratoire en ce moment. Fait que d'un côté, là, à gauche, c'est les projets. On a 2 doctorats dans le laboratoire. Fait que je suis impliquée dans la supervision puis l'aide journalière, là, le day-to-day de leur projet. Fait que le premier, on travaille sur les appareils auditifs avec la population normale mais âgée puis les vétérans. Puis on fait une étude quantitative qualitative. Puis là, c'est mes premiers essais d'études qualitatives. C'est très excitant, mais on regarde
l'impact du port d'appareil sur la qualité, en partie sur la qualité de vie, mais comment est-ce que ça c'est modulé par les capacités d'écoute dans le bruit. Puis on a plusieurs facteurs psychosociaux. Fait que ça, c'est son projet de doctorat, puis on travaille là-dessus en ce moment. Puis avec l'autre étudiante au doctorat, on est un peu ailleurs. Un peu ailleurs, oui, puis non, parce qu'on regarde aussi avec des facteurs psychosociaux, mais cette fois-ci, on regarde chez les adolescents porteurs d'implants cochléaires, la prosodie, puis comment ça influence leur communication puis leurs intentions de communication. Fait qu'on fait ça, c'est très excitant. Aussi, en tant que CI, là, que Chief Investigator, je suis impliquée dans deux autres projets avec le laboratoire de Meridula. Le premier, c'est une subvention NHMRC, là, qui est la National Health Research Council de l'Australie, Medical Research Council de l'Australie, soumission qu'on va faire le 7 mai. Là, donc, d'ici une semaine. Puis c'est vraiment un projet qui vise à à évaluer ce qui se passe suite à de nombreuses commotions cérébrales sur les athlètes de plusieurs sports de contact là, qu'il y a en Australie. Fait que les Australiens, il y a beaucoup de rugby, il y a aussi leur sport national là, qui est le footy, là, qui est comme je sais pas comment expliquer ce sport-là, mais qui est comme un mélange de soccer, football puis rugby. Ouais. Oui, qui est comme un mélange de ces sports-là, fait qu'il est un sport de contact, dans le fond, c'est ce que je veux dire. Puis aussi des sports d'arts martiaux, fait qu'on fait une subvention pour regarder un peu au niveau auditif, cognitif, puis tout ça. Puis c'est une collaboration avec plusieurs universités en Australie. C'est une subvention d'1,5 million de dollars. Puis on va collaborer aussi avec des universités en Amérique du Nord, puis université en Angleterre. Puis je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est ça, la subvention n'est pas soumise encore, là, donc c'est ça. Puis, parallèlement à ce projet-là, pour regarder un peu chez les enfants, on se posait des questions sur les protocoles. Comment est-ce que les écoles en Australie, autant les écoles primaires que les écoles secondaires, gèrent les commotions qui arrivent sur les territoires de leurs écoles? Donc, on fait un projet en collaboration avec, moi, je fais un projet en collaboration avec La Trobe, qui est une université à Melbourne. Puis, on va regarder dans les écoles autour de Melbourne comment est-ce que chacune des écoles traite, est-ce qu'il y a comment chacune des écoles traite le retour au jeu puis le retour en classe suite à une commotion qui a été faite ou qui est arrivée sur le terrain de l'école. Fait que ça, c'est un autre des projets qui est en cours en ce moment. Puis ça fait un peu le tour de ce que je fais là, puis de mes responsabilités pour mon postdoctorat. Fait que ça nous amène vers le futur. Fait que je vais vous présenter mes axes de recherche à long terme, là, puis mes objectifs théoriquement pour les années à venir. Donc, je vais faire une exploration plus approfondie des axes de recherche de base que je vous ai présentés il y a quelques minutes. Fait que j'aimerais ça regarder le développement d'outils là, qui reflètent les situations réelles ou des outils écologiques là, pour améliorer les évaluations et les interventions en audiologie pédiatrique. Puis j'aimerais ça aussi travailler sur la mobilisation et la saine gestion des connaissances pour favoriser l'autonomie là, des cliniciens, des éducateurs puis des familles. Fait que comment je veux faire ça? Donc, pour le premier axe, je veux vraiment me concentrer là, sur les évaluations et les interventions en contexte réel. Fait que pour les évaluations, mais en travaillant en traitement de l'information auditive, on sait que généralement, quand on fait des évaluations pédiatriques, on ne fait pas les évaluations avant l'âge de 7 ans parce qu'on n'a pas de tests vraiment validés et normés pour avant l'âge de 7 ans. Fait que moi, j'aimerais ça intégrer là, des mesures électrophysiologiques puis comportementales pour développer des outils là, qui seraient adaptés à des plus jeunes enfants puis élargir l'accès aux tests. Fait que, un des objectifs là, majeurs à ça, ce serait de concevoir des tests qui pourraient être réalisés en dehors des environnements audiologiques traditionnels, là, ce qui améliorerait l'accessibilité. Là. Fait que, là, on parle d'utilisation de technologies. Il y a déjà il y a déjà des offres qui sont faites par rapport avec l'iPad. Fait que ce serait de développer dans ce genre d'évaluation-là, ou en tout cas, une partie de ça serait développer ce genre d'évaluation-là.
Puis évidemment, en ce moment, le standard pour l'évaluation du traitement d'information auditive, c'est les tests comportementaux, mais c'est définitivement pas utilisé par tous les audiologistes. Ce n'est pas tous les audiologistes qui font l'évaluation du traitement auditif. Fait que j'aimerais ça développer des outils inclusifs là-dedans qui combineraient différentes méthodes, le fait et comportementales et électrophysiologiques, qui permettraient une évaluation plus complète, puis peut-être qui aiderait à l'évaluation, puis qui serait adapté à des besoins là, spécifiques, fait qu'à des enfants de tous âges. J'aimerais ça aussi au niveau de l'intervention. C'est sûr que pour concevoir des interventions, mais j'aimerais ça tenir en compte de la diversité des contextes linguistiques puis environnementaux puis technologiques. Fait que j'aimerais ça appliquer des stratégies similaires là, à ma gestion ou à ma création d'évaluation pour proposer des interventions qui vont être plus personnalisées puis culturellement adaptées, là. Fait que j'aimerais ça créer des outils qui vont tenir en compte des contraintes technologiques puis environnementales là, des enfants pour répondre à leurs besoins spécifiques, là. Puis euh, finalement, dans le fond, d'offrir des services puis des recommandations qui sont plus précises, pertinentes pour améliorer le soutien aux enfants puis leur expérience du quotidien. Au-delà de ça, dans mon deuxième axe de recherche, pour moi, la mobilisation des connaissances puis l'engagement du public, là, dans le fond, c'est central parce que je veux offrir aux utilisateurs les compétences et les ressources nécessaires pour mieux comprendre, gérer les difficultés de traitement auditif. J'ai des objectifs pour les cliniciens, les étudiants, les parents, les enfants, dans le fond, tous les partenaires. Super. Euh, Fait que pour les cliniciens, j'aimerais ça mettre en place là, un système de soutien consolidé là, avec des outils de clinique optimisés, un peu comme j'ai parlé tantôt, mais aussi développer un outil comme un outil de conversation automatisé, là, un chatbot, là, dans le fond, mais qui est basé sur des données probantes, euh, créé pour soutenir l'évaluation de la gestion en clinique. J'aimerais ça créer des guides cliniques actualisés, des formations professionnelles continues. Dans le fond, tout ça là, pour renforcer la confiance et les compétences dans l'évaluation et la prise en charge là, des difficultés de traitement auditif. Pour les étudiants, bien évidemment, j'aimerais ça développer d'autres initiatives d'apprentissage pratique pour aider là, dans l'évaluation et dans la pratique d'évaluation. Puis de ça, des stimulations, pas des stimulations, mais des simulations, évidemment. Des simulations représentant là, tous les niveaux de la prise en charge, dans le fond, du traitement auditif. Pour les parents, ben, c'est sûr que j'aimerais ça intégrer les parents activement là, en tant que partenaires de recherche afin qu'ils puissent guider l'identification et la gestion des défis là, liés au traitement auditif en dehors de la clinique. Puis les enfants, pour les enfants spécifiquement, ce que j'aimerais, c'est pouvoir développer avec eux des initiatives là, qui prennent en compte leur perception de l'intervention puis les bénéfices que eux ressentent de l'intervention pour mieux comprendre leurs besoins auditifs, puis d'avoir des solutions qui sont adaptées à leur quotidien puis qui font du sens pour eux. Fait que dans le fond, je pense que pour tous les partenaires, là, l'utilisation de plateformes puis de ressources numériques, là, puis d'initiatives communautaires pour éduquer puis informer, puis mobiliser, c'est quelque chose que j'aimerais faire puis qui pourrait fonctionner. Puis largement, la mobilisation des connaissances, c'est vraiment au cœur de tout ce que je veux faire, là, moi, chercheur, mais aussi clinicienne. J'aimerais ça développer ce genre de plateforme puis d'initiatives communautaires pour les parents, les éducateurs, puis les professionnels de la santé, là, pour vraiment promouvoir là, le besoin de l'intervention précoce, là, de l'évaluation puis l'intervention précoce. Donc, à court terme et à long terme, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je vous donne un peu une idée là, de ce que j'aimerais faire. Donc, à court terme, là, j'aimerais ça développer puis valider des tests ou des nouveaux tests en français plus écologiques adaptés aux jeunes enfants. Puis j'aimerais ça réaliser une étude là, qui évalue les barrières puis les facilitateurs à l'offre de services pan-canadienne pour la gestion, là, le traitement, dans le fond, l'évaluation puis la gestion du traitement auditif. Puis j'aimerais ça aussi offrir plus d'opportunités de formation continue aux cliniciens là, sur les méthodes d'évaluation puis
d'intervention développées là, pour garantir l'efficacité, puis dans le fond, pour que ça soit intégré dans les pratiques cliniques. Puis à moyen et long terme, ben, j'aimerais ça intégrer ces outils dans la pratique clinique puis éducative courante, puis déployer à grande échelle des outils numériques là, développés. Puis théoriquement, si tout ça fonctionne, j'aimerais ça que ça contribue à l'amélioration des politiques d'éducation puis de santé là, pour mieux soutenir ces enfants-là qui ont des difficultés de traitement auditif. Puis là, tout ça ne serait pas possible sans les collaborations. Fait qu'autant les collaborations avec les partenaires, mais aussi collaboration interdiscipline là, ou interprofessionnelle avec des gens en génie puis en intelligence artificielle, mais vraiment développer ce genre de collaboration-là au niveau universitaire, puis collaborer aussi avec les cliniques, les centres de recherche, les audiologistes éducationnels qu'on a maintenant. Donc, je pense que c'est important là, pour atteindre ces objectifs-là de développer des collaborations dans la communauté, puis aussi scientifique, puis clinique. OK. Donc, comme je fais cette présentation-là dans le cadre de mon application au poste, euh, euh, au poste qui a été ouvert là, de professeur en pédiatrie à l'Université de Montréal, je veux parler des collaborations que je pourrais envisager à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Puis là, je vois que la majorité des gens que j'ai inscrits sur ces collaborations sont présents là, ici aujourd'hui. Fait que je pense que la première, tu sais, j'envisage plus de collaboration que ça parce que j'ai quand même fait mon doc ici, fait que je connais un peu, mais ça, c'est trois choses que j'envisage. J'aimerais ça, l'étude sur les obstacles puis facilitateurs pour l'évaluation et la réadaptation là, du traitement de l'information auditive / les difficultés d'écoute en clinique dans les universités et dans la communauté au travers du Canada. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis les expertises d'Adriane et d'Adriana euh, pourraient être mises à profit. Adriane, dans ton expertise, là, dans ton expertise avec le TTA, puis Adriana, je pense que je l'ai vu aussi, là, mais dans ton expertise avec les études un peu plus populationnelles, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait réaliser, qui serait réalisable, qui serait intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe au Canada. Euh, Là, je sais que on avait discuté de ça un peu en passage, mais Stéphano, dans le cadre de ta sabbatique, avait vu travailler avec les enfants ou les gens qui sont dans le système carcéral judiciaire. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que, si jamais c'est toujours en cours, c'est quelque chose que j'aimerais, avec lequel j'aimerais collaborer là, sur la perception auditive, la communication, tout ça. Puis, évidemment, à l'Université de Montréal, ben, il y a beaucoup de connaissances sur tous les aspects du système auditif puis du système vestibulaire. Puis, je pense que de- d'utiliser comme levier la clinique universitaire, mais aussi de regarder là, les impacts des lésions cérébrales acquises sur le système auditif vestibulaire avec Sylvie puis Maxime. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à regarder, puis ce serait une expertise là, qui serait, je pense, qui serait très intéressante à développer. Fait que c'est quelque chose aussi là, que j'envisage. Là, au-delà de ça, j'ai aussi des aspirations nationales et internationales. Fait que là-dedans, il y a des collaborations qui sont déjà en cours, mais il y a aussi des collaborations auxquelles j'aspire, là, que j'envoie ici. Fait que, dans les deux premières en haut, avec Amélie, on travaille déjà là, sur une étude des réactions des parents d'enfants implantés au Moyen-Orient quand on compare ça aux parents canadiens. C'est quoi les réactions face au stress, puis comment le stress est géré, on regarde ça. Puis le but, c'est de transformer ça en études qu'on va faire en collaboration avec l'Université du Québec. Euh, Aussi, une des collaborations que j'ai en ce moment, c'est avec, évidemment, avec ma directrice de postdoc, le Méridula, puis un ingénieur aussi à Flinders, qui est Kenneth. On travaille sur la connectivité fonctionnelle puis effective là, chez les enfants ou chez la population avec un TCC. Puis là, dans les collaborations possibles discutées, ben, il y a avec la Dr. Allen puis Dr. Parsa. Le Dr. Allen appuie sur ce projet-là, mais ils ont développé un outil qui s'appelle le iPass, qui est vraiment un outil d'évaluation sur iPad des capacités auditives non verbales.
Puis c'est quelque chose qui pourrait être déployé à plus grande échelle. Fait que j'aimerais ça collaborer avec eux sur ce projet-là pour le déploiement. Puis aussi avec la docteure Moncrief, j'avais reçu une invitation pour la traduction d'un outil d'entraînement auditif, puis c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler là, dans le futur. Puis évidemment, docteur Suzanne Purdy puis docteur Steve Atkins, j'ai pas de collaboration courante, mais j'aspire là, à collaborer avec eux. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Fait on parle de financement. Euh, Fait qu'on a parlé de financement. C'est sûr que dans ces projets-là, le premier projet qui est l'offre de services, là, les barrières, les facilitateurs pour les services reliés au TTA puis aux difficultés des couples, je pense que c'est quelque chose euh, qui rejoint là, le mandat et les valeurs de CHS, là, qui est la Canadian Hearing Service, dans leur financement. Fait que c'est une des sources de financement que j'envisagerais pour ça. Puis évidemment, il y a d'autres sources de financement pour les projets. J'aimerais ça appliquer au fonds de recherche de santé en Québec là, avec mes projets de connectivité fonctionnelle puis de parole, euh, d'enregistrement de G avec la parole en continu là, euh, pour ça. Fait que finalement, au-delà là, de tout ça qui était principalement centré sur la recherche, juste faire une petite parenthèse pour parler des activités extracurriculaires là, ou des activités supplémentaires que j'ai fait ou que je fais. Fait que j'ai fait enseigner quelques cours là, entre l'Université d'Ottawa puis l'Université de Montréal. Le professeur à temps partiel puis chargé de cours, c'est pas mal la même chose, là. C'est juste de façon des deux universités d'identifier ça. Mais j'ai enseigné 3 cours à l'Université d'Ottawa en 2019 puis 2020, puis 2 cours à l'Université de Montréal entre 2022 puis 2024. Puis je suis vraiment passionnée par l'apprentissage par activité, l'apprentissage pratique, là, tout ce qui est très hands-on, là, c'est ce que j'aime. Puis j'ai aussi fait de la supervision là, en recherche, toujours et à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Montréal. Superviser une étudiante au baccalauréat, puis plusieurs étudiantes de maîtrise dans leur projet de recherche. Puis plus récemment, mais en ce moment, je collabore à la supervision là, de 2 étudiants au doctorat dans le laboratoire où je suis présentement. Puis comme clinicienne, là, j'ai encore mon titre d'audiologiste. J'ai supervisé évidemment des dizaines d'étudiants là, entre l'Université de Montréal puis l'Université d'Ottawa en clinique universitaire, mais aussi en clinique privée là, comme clinicienne. Je vais vous laisser sur le mot de la fin. Pour moi, dans le fond, mon travail il s'articule autour de ces 3 piliers-là, là, qui est la recherche, la clinique puis l'enseignement. Puis je pense que ils sont très interreliés pour moi, puis il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Fait que c'est important pour moi de garder la clinique active qui va nourrir mon enseignement, qui va nourrir ma recherche. Puis je pense que pour moi, c'est ça. C'est ce qui est important. Puis c'est comme ça que je vais avoir un impact significatif et en recherche et en enseignement là, au niveau du traitement de l'information auditive en audiologie. Ok. Euh, Merci. Si jamais vous avez des questions, ça, c'est mon adresse courriel que j'utilise présentement, là, mon adresse courriel de Flenus. Fait que vous pouvez prendre en note puis m'envoyer questions, commentaires à votre guise. Merci. Donc, merci beaucoup. Je vois des mains virtuelles. C'est toujours drôle qu'on est en virtuel, qu'on ne peut pas entendre les, euh, les gens. Mais bravo, merci beaucoup pour la présentation. Alors, j'ouvre maintenant la salle. Je vais peut-être fermer le diaporama pour voir les visages. Et vous êtes bienvenus de poser vos questions, soit à haute voix ou par clavardage, comme vous voulez. Donc, c'est à vous. Il y a Sylvie. Il y a Sylvie Oui. Hébert qui veut parler, Victoria. Ah, tu me vois pas peut-être, Victoria? Oui, désolée, je ne vois pas les mains. Je ne sais pas pourquoi, mais Ben, oui. je ne suis pas capable de lever ma main virtuelle. Alors, réagir, dans la fonction réagir, là, c'est pas... Enfin, bref. Mais je peux briser la glace avec une question. Oui, merci. Merci, Fauve, pour ta présentation. Donc, tu as travaillé sur le TTA quand même plusieurs années.
Et tu nous mentionnes que tu voudrais comme développer des tests là, pour la clinique. J'ai deux questions, en fait. La première question, c'est quelle est, selon toi, la chose la plus importante sur le TTA que les cliniciens doivent connaître? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu penses qui est la question la plus urgente à répondre à propos des TTA en ce moment, en Question recherche? Oui, la question la plus urgente à répondre, urgente, et puis Qu'est-ce que les les cliniciens cliniques. devraient savoir sur le TTA Ah que, oui. qu'ils ne savent pas ou que tu penses qu'ils ne savent pas ou que tu aimerais leur transmettre? Je pense que par rapport aux cliniciens, ce qu'ils ne savent pas, c'est peut-être d'être capable de voir le TTA quand il y a d'autres comorbidités. Je pense que souvent, les cliniciens sont un peu frileux, là. Je vois, ouais, ouais, c'est un bon Québécois, là, frileux à l'identification du TTA en présence de comorbidité. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait là, d'être plus approfondi. Puis, d'après moi, c'est une question qui aimerait répondre. Puis, ouais, c'est ça. C'est une question qui aimerait me répondre. Je pense que une des questions urgentes euh, par rapport au TTA, euh, mais c'est sûr que l'existence du TTA, c'est un peu controversé. Puis qu'est-ce que ça veut dire, puis comment ça se manifeste? Je pense qu'une des questions urgentes, ce serait de qu'est-ce que je pense que ce serait qu'est-ce qui sont. J'essaie de formuler ça là, d'une façon. Comment est-ce que on peut avoir. Je pense que c'est comment est-ce qu'on peut avoir la certitude que ce qu'on évalue, c'est un TTA, tu sais, la validité de nos évaluations. Comment est-ce qu'on peut avoir la certitude que ce qu'on évalue, c'est un TTA? Je pense que c'est une des questions. Puis je pense qu'il y a quand même deux approches à ça, là. Tu sais, il y a aussi il y a l'aspect fonctionnel, difficulté d'écoute un peu holistique, puis il y a aussi TTA dans le sens difficulté dans le système auditif central. Fait que je pense que d'avoir cette question-là, là, de séparer les deux, puis d'avoir des catégories, puis d'avoir des tests, puis regarde ça, je pense que ça, c'est un des trucs brûlants là, dans le domaine. Je sais pas si ça répond. Oui, OK, merci. Tu n'as pas défini c'était quoi le TTA dans ta présentation, je pense, hein? Donc, Non. Non, OK. je suis allée plus grand, difficulté d'écoute, là, Ouais. parce que je veux faire un peu des deux, là. Oui, le TTA, pour moi, c'est important, mais je veux aussi prendre ça avec difficulté d'écoute. Puis je pense qu'il englobe aussi toutes les comorbidités puis les difficultés qui sont plus grandes que juste le TTA, là. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Catherine. Allô, Fauve, merci pour ta présentation. En fait, c'est plus ou moins une question, en tout cas une question à la fin. Donc, mais c'est pour faire suite aussi à la question de Sylvie. En tant que clinicienne, effectivement, c'est une des problématiques, c'est les tests. Donc, moi, ça me parle beaucoup d'avoir des tests qui sont adaptés aux enfants parce que si on regarde les tests qui existent présentement, c'est vraiment juste, même s'il y a des comorbidités comme un trouble d'attention, c'est pas fait pour des enfants. C'est 30 items par oreille au PPST, c'est pas réaliste chez un enfant. Donc, déjà en partant, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être fait, là, d'adapter tout simplement l'évaluation à des enfants comme tels. Ou si, s'ils ont justement des comorbidités, ben, si le test est plus facilement utilisable chez les enfants ou en tout cas plus facile, là, qui va justement faire en sorte qu'on va évaluer vraiment le traitement auditif, mais pas nécessairement les autres difficultés. C'est sûr que ça va être aidant.
Donc, dans le fond, ça m'amène à la question, ben, est-ce que tu as une idée de comment on pourrait justement adapter ces tests-là? Tu sais, tu parlais d'un test sur iPad. Est-ce que vous avez déjà une idée d'un style de batterie de test ou de test qui pourrait évaluer tant, tu sais, parce qu'il y a aussi les problèmes de langage. Donc, c'est sûr que s'il y a déjà un trouble de langage, ça peut être difficile après ça de séparer par rapport au TTA. Donc, est-ce que tu avais des idées déjà là, de comment faire? Oui, mais c'est sûr que, évidemment, là, moi, une des choses dans lesquelles je crois beaucoup, là, c'est l'utilisation de l'électrophysiologie en clinique, là. Fait que je pense qu'il y a une partie des tests comportementaux que j'aimerais adapter pour les plus jeunes âges. Fait que peut-être faire des tests, tu sais, là, c'est sûr que oui, il y a des tests sur iPad, il y a des tests sur iPad qui existent déjà, là, qui sont validés. Fait que ça, c'est une chose. De les avoir en français, c'en est une autre. Euh, mais je pense que pour moi, ce serait en partie de réintroduire ou d'introduire là, l'électrophysiologie dans la batterie de test. Fait que là, dans les lignes directrices canadiennes, tu sais, le gold standard, là, je sais pas comment dire ça en français, ouais, le standard, juste le standard, c'est vraiment les tests comportementaux. Fait que je pense que de ramener les tests électrophysiologiques qui peuvent amener plus de précision là, au niveau du traitement auditif, ça pourrait nous aider justement à avoir une combinaison, un outil, là, parce que là, je ne parlais pas juste de test, mais un outil combiné entre comportemental et électrophysiologique qui nous permettrait de peut-être plus identifier ou de plus identifier là, les difficultés de traitement auditif, là, donc le TTA. Ouais. Merci. Madame Ameline. Oui, merci Fauve pour la présentation. C'est très éclairant. Moi, j'ai une question concernant la prise en charge. Souvent, quand on pense TTA, on pense système MF. Mais Oui. est-ce que l'idée qu'il y ait des appareils auditifs, j'ai vu que Madame Fauve était en train de coacher des étudiantes au doctorat qui parlent justement des appareils auditifs. Est-ce que un jour, on pense qu'il pourrait avoir de la recherche sur comment un appareil un peu plus sophistiqué avec un algorithme de traitement dans le bruit pourrait, tu sais, on rêve, là, on fantasme un peu. Est-ce que ça pourrait être un jour quelque chose une avenue qui est possible dans la réadaptation, d'intégrer une nouvelle technologie autre que les MF? Je pense que je pense que c'est déjà un peu fait. De façon très anecdotique, là, je pense encore, parce que j'ai lu quelques études là-dessus. Il y a quelques études aux États-Unis de gens qui ajustent des appareils là, dans lesquels il n'y a pas de gain ou un gain minimal pour les enfants qui ont des difficultés de traitement auditif. Là, c'est des tout petites études, hein. Fait que là, il n'y a pas de grande généralisation à faire, mais dans certains cas, ils ont vu des améliorations. Puis c'est quelque chose qui est fait aussi si là, on sort un peu des enfants, mais qu'on y va avec les adultes. Fait qu'avec les vétérans qui ont eu des traumatismes crâniens, qui ont des difficultés auditives, puis là, c'est plus des difficultés auditives combinées, là. Fait un mélange de perte auditive puis de difficultés de traitement de l'information auditive vont aussi fitter des appareils avec de la réduction de bruit, puis qui voient beaucoup beaucoup une bonne acceptation des appareils, puis beaucoup de positifs à l'utilisation de ça. Fait que je pense que c'est quelque chose là, qui pourrait définitivement arriver dans le futur. Puis, tu sais, avec les appareils over the counter, puis tout ça, il y a l'opportunité là, de se diriger peut-être vers ce genre de recherche-là. Et un grand merci. On va peut-être s'en reparler un jour. Dans un Certainement. jour proche, on va espérer. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde aussi dans le clavardage. Non, pas d'autres questions. Bon, donc je vois que 12h30 s'approche rapidement, donc peut-être on va arrêter là. Merci encore pour la belle présentation. Merci tout le monde pour votre participation et à la prochaine. Bon après-midi. Merci. Quand même, merci de cette opportunité-là. Là. Merci d'avoir assisté. Plaisir.